Y a-t-il une première question pour Valentine sur ces 3 études et ces réflexions extrêmement intéressantes? Je vous en prie. Alors, Régina, toujours donc, du GLIP, de l'association GLIP. Oui, alors, présentation tout à fait intéressante et d'actualité, puisque, bien sûr, il y a beaucoup de sportifs, j'en connais de haut niveau, qui s'entraînent notamment au tennis et qui espèrent être retenus dans les qualifications pour 2024. La situation qui se pose, c'est quand les personnes, effectivement, travaillent sur une activité professionnelle parallèlement à ce souhait d'accéder à un très haut niveau. Moi, j'avais une question par rapport à comment vous étudiez, parce que vous avez fait une étude de la performance, hein, de ce que j'ai compris, entre les personnes qui sont déjà dans le circuit paralympique, enfin paralympique je m'entends, et ceux qui travaillent et qui ne sont pas forcément dans ce circuit-là. Quels sont les points, en fait ma question était, quels sont les points saillants que vous avez pu relever au cours de votre enquête qui font que ces personnes puissent performer dans leur domaine. Voilà, ça c'est la première question. Et ensuite, la deuxième question portait sur la kinésithérapie. Est-ce que c'est préconisé pour le coup une kinésithérapie particulière, spécifique, ou c'est les kinés de vie là, classiques, hein, parce qu'effectivement, pour la réparation, entre guillemets, des blessures, voilà, parce que nous, quand on n'est pas sportif de haut niveau, on va dans des kinés de ville. Donc c'est la question que je souhaitais poser par rapport à ça. C'est 2 questions. Merci pour les deux questions. Pour la première question, en fait, alors c'est vrai qu'on était sur une population, moi ma thèse elle était effectivement sur la performance, donc du coup on a pris une population qui était déjà effectivement sur une situation de projet sportif avec de la compétition au moins à un niveau national, et en fait sans rentrer dans le détail, en fait on a recatégorisé les sportifs parce qu'on les a interrogés sur leurs résultats sur les 4 dernières années, et donc à partir des résultats, même beaucoup plus que les 4 dernières années, pardon, mais sur les championnats d'Europe, championnats du monde et sur les Jeux. Et en fait, on a catégorisé par niveau de performance. Du coup, c'est vrai qu'on a pu, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais à chaque fois pouvoir regarder les renseignements récoltés en fonction de s'ils étaient dans un groupe talent, c'est-à-dire en fait des sportifs qui avaient été détectés, qui avaient des résultats au niveau national, mais qui n'avaient pas forcément encore des résultats au niveau international, jusqu'au master, qui eux avaient eu des résultats internationaux probants et qui avaient duré dans le temps. Et c'est vrai que du coup, les informations que j'ai données, ça montre que finalement, et c'est une bonne nouvelle, ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire, mais les déterminants qu'on regarde très classiquement et qu'on étudie le plus souvent, c'est-à-dire la préparation physique, la préparation mentale, etc., la diététique, finalement, en fait, ils sont davantage mobilisés, et que finalement, l'enjeu, en tout cas de réussite et de performance, c'est vraiment sur l'organisation du temps de vie professionnel et du temps de vie personnel, parce que je ne suis pas rentrée dans les détails, mais on a aussi interrogé la situation familiale, etc., comment ils s'organisaient leur temps, aussi combien de temps ils mettaient à se préparer par rapport à leur pratique sportive, etc. Et en fait, notre but, même si ça paraît évident, en fait, se dire que ça a un impact, à l'heure actuelle, c'est souvent perçu comme un impact indirect. Et le but, c'était d'essayer de poser et de montrer qu'il y avait statistiquement et au niveau des entretiens des faits qui montraient que ce n'était pas un impact indirect, mais direct. Et effectivement, pour répondre à votre question, si on prend le groupe master, dans tous ceux qui travaillent, en fait, il y en a la moyenne en fait, de nombre de jours travaillés, elle est très basse par rapport à ceux qui sont en groupe talent. Et dedans, on a même 3 parasportifs qui sont détachés à 100%, ce qui n'est pas, par exemple, le cas du groupe talent, où en fait, il y a à l'heure actuelle aucun parasportif qui sont détachés. Et c'est vrai qu'à travers les entretiens, je parlais de l'œuf et de la poule, mais on se rend bien compte que c'est le fait d'avoir une situation socio-professionnelle avantagée, ou en tout cas regardée, adaptée, qui permet aussi d'accéder et de passer ce cap de performance. Et sur les séances de kinésithérapie, alors sur les 21, je peux prendre l'exemple sur les 21, il n'y en a que 2 qui n'utilisent pas des kinés personnels ou des kinés qui connaissent et qui sont dans leur quotidien, et qui utilisent que les kinés qui sont en équipe de France. Mais pour la plupart donc, des parasportifs, c'est vraiment une utilisation des kinés personnels qui met dans une optique
majoritairement en fait d'optimisation de la performance paralympique, et c'est plus en lien avec leur handicap, et c'est ça qui nous a intéressés. C'est finalement presque une fois qu'ils arrivent dans le sport de haut niveau, cette déconnexion qu'il peut y avoir entre finalement la déficience et la manière dont ils vivent la déficience. Ils sont plus sur une problématique de comment améliorer mon quotidien, mais plutôt comment améliorer ma pratique sportive qui va finalement peut-être améliorer mon quotidien. Je ne sais pas si j'ai répondu. François, tu voulais compléter sur ce point-là, justement ? Oui, juste un petit point, parce que la question va au-delà des athlètes de très haut niveau sur votre question. En fait, c'est plus pour l'usager sport-loisir. Et donc là, il y a un vrai sujet, déjà, une problématique de diagnostic, puisqu'en fait, on se retrouve face à l'insingularité, il n'y a pas de recommandation de suivi, la blessure, elle est spécifique. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai travail, on en parlera ce soir, de formation des professionnels de santé aux spécificités de blessures du para-sportif de loisirs, et pas que de très haut niveau. Et notamment, Alain Frey porte aujourd'hui sur le point particulier des kinésithérapeutes. Déjà, il y a un diplôme interuniversitaire de formation de médecine, de kinésithérapie du sport qui est diligenté. Et là, on est en train de monter un diplôme interuniversitaire de très haut niveau, c'est-à-dire de kinésithérapeute très haut niveau, pour essayer de faire monter le... Mais on a le même problème en médecine, on a le même problème dans les autres disciplines. L'arrivée des enseignants en activité physique adaptée vont permettre également sur ce champ-là, de préciser le rôle de chacun. Parce que le kinésithérapeute, il est utilisé un peu à tout, et on va le chercher un peu. Et c'est vrai que les compétences de l'APA qui se rajoutent à celles du kinésithérapeute vont nous permettre aujourd'hui de bien préciser, et notamment pour le kinésithérapeute libéral de ville, je ne parle pas à l'athlète de haut niveau, de savoir, d'avoir des compétences de gestion de la blessure de la personne en situation de handicap qui fait une activité physique et sportive. Et encore une fois, on est un petit peu en amont, mais là, c'est des choses qu'on est en train de montrer, quoi. Autre question, en attendant qu'elles émergent. Arnaud, comment on capitalise sur l'ensemble des résultats qui viennent progressivement, hein. On a eu hier par Meyango la première publication sur le plan juridique aussi, c'est-à-dire que le statut juridique des aidants devient un sujet important de reconnaissance, de comprendre un petit peu à la fois la prise en charge dont parlait François au tout début, mais aussi le cadre juridique dans lequel l'aide apportée au cours d'une carrière paralympique permet à certains d'être mieux considérés et soutenus. Tous ces résultats-là qui viennent tant sur le plan statistique, sur le plan sociologique, juridique, sur le plan technique, comment on l'intègre sur une partie d'avenir? Tu as posé la question, Brando, tout à l'heure de la stratégie, pour voir un petit peu dans ce contexte-là les éléments forts à maintenir dans un cadre au-delà des Jeux paralympiques de 2024. Merci Jean-François. Ta question a fait écho un petit peu au point que je soulignais tout à l'heure pendant la présentation, c'est-à-dire faire face au réel. Et tous les travaux de recherche nous permettent d'avoir une méthodologie scientifique, une neutralité aussi, parce qu'on est toujours mauvais juge de soi-même, que ce soit nous, les fédérations, et c'est bien d'avoir des acteurs extérieurs et qui se multiplient et qui collaborent ensemble. Ça nous permet de faire un état des lieux qui soit le plus complet possible sur les différents champs qui ont été abordés tout à l'heure. Et il y en a encore d'autres, et ça sera l'objet de présentations à venir. Mais sur le statut juridique, je peux prendre quelques exemples, parce que des dossiers et de l'avancée, je pense que je pourrais prendre le reste de la journée pour répondre à cette question-là. Le statut juridique, on a, et Mathieu, tu as tout à l'heure parlé des tandems, on a des valides qui sont impliqués dans les projets paralympiques, qui sont reconnus comme sportifs, à proprement dit, qui sont comme assistants de vie, assistants sportifs, et qu'on voit au jeu soit recevoir une médaille avec l'athlète en situation de handicap qui performe, ou qui ne reçoivent pas de médaille parce qu'ils ne sont pas considérés comme sportifs à proprement dit. On a une variété d'intervenants qui n'avaient pas de statut juridique. C'était très variable d'une fédération à une autre, d'un sport à un autre, à ce qu'ils soient mis en liste ministérielle, auquel cas ils ont un statut juridique qui oblige à ce qu'il y ait un suivi médical, qui leur donne droit à un accompagnement socio-professionnel, et entre guillemets, qui puissent eux aussi se dédier au projet du sportif qu'ils accompagnent, soit en étant considérés sportifs eux-mêmes ou comme aidants. Tous les travaux qui ont été menés, la première chose qui a été portée et qui a été institutionnalisée, et c'est dans le Code du sport,
et c'est porté par la direction des sports qui a ce pouvoir régalien sur l'ensemble du réseau sportif, c'est de s'assurer qu'on ait un statut juridique, quelle que soit la fédération, quel que soit le sport, quel que soit le rôle des acteurs du monde ordinaire qui sont impliqués dans le projet paralympique. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Sur le volet médical, paramédical, c'est un travail qui a été mené, qui est encore en cours et en cours de validation, j'espère le plus rapidement possible avec le ministère des Sports encore. Le suivi médical réglementaire. Tout sportif listé auprès du ministère, qui a donc un statut de sportif de haut niveau, qui ouvre droit à un statut juridique, il y a une obligation de suivi médical. Sauf que les protocoles de suivi médicaux, on a 10 familles de handicap qui sont reconnus par le Comité paralympique international, qui sont dans le concert paralympique. On avait le même protocole pour tout le monde. Donc que vous soyez blessé médulaire, déficient visuel, amputé, les protocoles de suivi médicaux étaient, je ne vais pas dire génériques, mais en tout cas ils étaient les mêmes. Et le on est loin de la singularité là. Exactement, et maintenant on est capable de travailler, et on travaille à la finalisation de la surveillance médicale réglementaire 2.0 pour être un peu dans l'air du temps, et qu'on puisse avoir des protocoles qui soient adaptés et qui répondent aux spécificités des 10 familles de handicap et aux variétés de complexité et de besoins que peuvent avoir toutes et tous, par exemple. Autre question. Alors du coup, sur la partie de lien entre la recherche et la formation, Arnaud de ton côté, François du tien sur la question médicale qui vient d'être abordée, y compris sur l'environnement paramédical au sens très très large maintenant dans lequel on le voit. Arnaud, dans un premier temps, comment tu vois ces choses évoluer ? L'articulation des recherches actuelles, notamment à travers Paraperf, et des formations, alors des formations des staffs, notamment des différentes fédérations, clubs affiliés. On en a parlé aussi ce matin. On parle effectivement aujourd'hui plus du haut niveau, mais l'objectif, c'est de faire monter en compétence l'ensemble de la communauté sur la capacité à suivre une personne en situation de handicap sur la partie loisir jusqu'au très haut niveau. Et là, on a l'avantage, encore une fois, de partir du très haut niveau, de partir non seulement du très haut niveau, mais à travers l'ensemble des informations, de la structuration au niveau de la recherche, de se coordonner, et là c'est un énorme travail avec l'ensemble des staffs, des commissions sportives, sur déterminer des questions pertinentes qui viennent du terrain, de les transformer en questions de recherche et de les faire revenir au niveau du terrain pour pouvoir s'en approprier la majeure partie des informations, et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc il y a un énorme travail fait actuellement avec les staffs, mais la suite logique de ces éléments passe forcément par la formation de l'ensemble de la communauté. Alors médical, je laisserai François prendre le relais. Et là, effectivement, alors voilà, septembre 2023, apparition d'un diplôme interuniversitaire permettant notamment de pouvoir compléter les formations fédérales et acquérir de nouvelles compétences sur, on est déjà encore une fois, sur l'héritage des Jeux paralympiques dans ce domaine. François, je te laisse la parole. Oui, merci. Avec en projection une formation, j'allais dire un peu hybride, sport-santé, avec une petite partie santé, une grosse partie technique, pour que le monde du sport ait les connaissances médicales dont ils ont besoin quand ils s'occupent de parasportifs. Donc c'est juste pouvoir appréhender les choses. Et du côté médical, nous on a identifié, mais je pense que c'est assez connu, que le monde de la santé est un frein à la pratique du parasport. Sans dévoyer la communication que je vais faire en fin de journée, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec un monde médical qui n'est pas formé et qui est donc en incapacité, et ça a été dit un peu ce matin, de favoriser le développement de l'activité physique et du sport pour les personnes vivant avec un handicap. Et même s'il y a une autorisation, allez, on y va, c'est avec quelle technique, comment on y va, comment on finance les choses, enfin, et donc
quand on va voir généralement un médecin sur la pratique du parasport, c'est plutôt vaut mieux, écoutez, c'est pas possible, c'est plus simple, quoi. Et donc là, il y a un levier, et je crois qu'il faut il faut savoir balayer devant sa porte. Le monde de la santé a organisé un système de formation et qui sache accueillir pas que les gens de la santé, qui sachent accueillir les techniciens du sport, qui sachent accueillir les ingénieurs, qui sachent accueillir les APAV, toutes ces professions qui vont nourrir en fait le milieu de la santé au sens large du terme, parce que j'ai parlé des médecins, mais c'est pareil pour les professions de la rééducation et l'adaptation, et que voilà, alors c'est compliqué, hein, ne nous demandez pas déjà de faire des choses, je vous parlerai des pistes ce soir et des choses qui sont déjà créées, mais c'est vrai que là, encore une fois, grâce à Paraperf, grâce à l'arrivée des Jeux, grâce au partenariat avec l'IRMES, l'Agence nationale du sport, le CPSF, etc., bien, on est en marche et on va avancer clairement pour former. Et c'est pas que à Paris. Hein. Si cet écueil-là dans notre pays, c'est qu'on a tendance toujours à vouloir balayer que devant sa porte, que devant chez soi. Et l'impulsion de l'Agence nationale du sport, notamment, c'est de dire attention. Il doit y avoir un équilibre territorial, et pour avoir un équilibre territorial, il faut former l'ensemble des opérateurs santé sur tout le territoire. Et donc, c'est ça l'enjeu, mais je vous en dirai un petit mot ce soir. La médecine comme frein à l'évolution sociétale, c'est ça que tu voulais soulever, François? Oui. Y a-t-il d'autres questions? On a une petite dernière pour Valentine. Comment cet élément de construction à partir d'un travail de terrain, comme vous l'avez mené avec Hélène, Rémi, Bernard, se traduit, lui, dans une construction générale? Comment vous voyez cette évolution sur la partie sociologique? Puis on aura une dernière pour Nicolas derrière. C'est vrai que du coup, j'ai pas encore complètement le recul puisque je suis encore en train de finir d'écrire ma thèse, mais du coup, l'idée, c'est effectivement de soulever en fait par rapport aux différents résultats les points d'accompagnement spécifiques qui relèvent plus de l'accompagnement à la performance, mais il y a aussi tout simplement des freins qu'on va soulever et qu'on voit en fait déjà émerger sur d'accessibilité à la pratique, si on prend par exemple aussi de conditions environnementales à la pratique, si on prend par exemple celui de la préparation concrète, temps de préparation avant une activité sportive, pour se préparer à l'activité sportive et ensuite après que l'activité sportive est finie, ça va concerner tous les pratiquants. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération aussi et qui peut faire partie de freins à la pratique de manière générale parasportive. Et donc l'idée après, c'est de vulgariser en fait les données et de travailler avec les fédérations sur comment elles peuvent s'approprier ces données en dehors de la performance dans la pratique quotidienne pour tout à chacun, et de voir comment on peut mettre ces éléments-là dans des programmes de formation et de sensibilisation, notamment pour les clubs dits ordinaires qui accueillent des parasportifs. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, je suis Sylvain, je suis kiné à l'hôpital de Garches. J'avais une petite question, je ne suis pas sûr de savoir à qui elle s'adresse. On a tendance quand même en kiné à se dire que quand on a une pathologie périphérique, on va éviter d'aller chercher un renforcement avec une charge maximale, et la performance c'est plutôt un effort maximal. Est-ce que ça vous permet un peu de remettre en question cette prise en charge peut-être un peu dogmatique qu'on peut avoir, de se dire qu'il ne faut pas forcer trop fort, entre guillemets, sur un patient qui a une pathologie neuromusculaire ou autre? Vaste sujet, mon cher Sylvain, je te remercie pour cette question. Tout le monde me regarde en me disant comment on va répondre à cette question. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, les modèles, tu parles du neuromusculaire essentiellement, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, il y a des modèles qui nous montrent que, d'abord, l'activité musculaire n'est pas délétère. Avant tout, ce qui est délétère, c'est l'arrêt de l'activité. Donc, soyons clairs. Nous avons des représentants de France Polio ici. Ils savent aujourd'hui qu'on leur dit il faut bouger sur des modes endurants, parce qu'on n'ose pas trop encore leur dire d'y aller en force, voilà, et notamment sur des schémas plutôt aérobiques
aérobie qu'anaérobie. Mais les études qui sont faites dans le monde animal, en études précliniques, notamment sur des souris qui ont des équivalents de pathologies neuromusculaires, le renforcement musculaire pur anaérobie n'est pas si délétère que ça, mais on n'a pas encore réussi à franchir, alors je ne suis pas un grand spécialiste de la question, mais on n'a pas encore réussi à franchir le pas pour l'être humain. Mais c'est vrai qu'il y a des vraies questions qui se posent aujourd'hui sur pathologie neuromusculaire et renforcement. La question, elle n'est pas... Donc pour l'instant, en tout cas, ce qu'il faut que tout le monde retienne, c'est que quoi qu'on ait, plus on bouge, mieux c'est, de toute façon. Donc, et surtout pas d'économie. Le vieillage d'Hippocrate, la force est votre meilleure médecine. Et encore une question. Levez bien la main, parce que j'en ai raté peut-être quelques-unes. Une dernière, allez-y. Courte, réponse courte, s'il vous plaît. Réponse courte. Alors, simplement, vous faisiez le parallèle entre les médecins, des médecins classiques traitants, et la question aussi de l'APA et comment continuer le sport en termes de soins, enfin de continuation du soin. Le souci, c'est qu'effectivement, il y a vraiment une fracture de territoriale. Hein. En fait, on se rend compte qu'en province, hein, quand on habite en province, effectivement, c'est encore pire qu'à Paris, puisqu'il faut être déjà motorisé pour faire du sport. Et donc, au niveau, ça devrait pouvoir se régler aussi au niveau départemental pour permettre aux personnes en situation de handicap de continuer le sport et d'être aidées, d'être épaulées dans l'accompagnement, parce qu'en fait, au final, on se rend compte que cette question est très difficile. Et aussi quand on travaille, hein, finalement, on accentue sur l'activité économique des personnes en situation de handicap, mais elles oublient elles-mêmes leur corps et aussi comment tu peux maintenir un état de santé viable à la retraite, quoi. Donc c'est important de pouvoir associer sport et vie tout court, quoi. Voilà, c'était un peu ma question. Un peu longue, excusez-moi. Non, elle n'est pas longue. Peut-être tu veux dire un mot, Nicolas, peut-être. Oui, bien sûr. La question de l'accès à la pratique sportive partout sur le territoire, en fait, c'est un des grands enjeux. C'est ce que citait Élie dans la multitude, Élie Patrijon ce matin, quand il parlait de la multitude d'outils à mettre en place. Il y a un vrai travail de mise à jour de la cartographie de l'offre de pratique, qu'elle soit encadrée, qu'elle soit en accès libre. Donc, ce n'est pas encore parfait. Mais il y a ce travail-là qui a été lancé. Il y a eu une mise à jour du HandiGuide, qui était un outil avant, qui était une cartographie parcellaire. Aujourd'hui, elle est plus large, plus précise aussi. Elle montre bien, voilà, quels sont les types de pratiques qui sont offertes. Elle peut notamment renseigner sur les horaires des créneaux, etc. Donc, il y a des choses qui avancent. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est dans un territoire un peu rural ou alors où il y a des distances kilométriques à parcourir entre les différents pôles d'activité, il y a un vrai enjeu aussi de la mise en réseau. Que ce soit au niveau des collectivités territoriales, il y a de plus en plus de maisons de la santé et du handicap qui émergent dans différents territoires. Il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Il y a aussi les maisons sport santé qui ont été créées, qui ont normalement vocation aussi à orienter les pratiquants. L'objectif, c'était qu'il y en ait 500 en 2024. Je crois qu'aujourd'hui, on est autour de 400. Donc tout ça, c'est un réseau d'acteurs qui est censé justement aider les gens à se repérer, à s'orienter et, dans la mesure du possible, accompagner les gens vers la pratique. Donc c'est des choses qui évoluent plutôt dans le bon sens. Après, on sait aussi qu'on partait très très loin. Et il y a aussi aujourd'hui des dispositifs qui sont plutôt liés à la prescription d'activité physique, donc pour les personnes atteintes par des maladies chroniques, mais qui ont permis aussi de déployer des réseaux justement d'acteurs qui sont dans l'activité physique adaptée. Alors pas toujours spécifique au handicap, mais qui permettent déjà, voilà, d'avoir des gens qui se connaissent et qui sont capables de se mettre en lien autour de l'envie d'un usager, d'un pratiquant. Donc c'est pas encore tout à fait satisfaisant, parce qu'après il y a la question du transport. Qu'est-ce qu'on propose comme modalité de transport pour aller jusqu'au lieu de pratique, la question de la qualification, de l'encadrement, mais c'est des choses qui vont dans le bon sens. Et le vrai enjeu, je pense, pour les usagers, les pratiquants, c'est trouver, ou qu'on les oriente, que les médecins notamment puissent les orienter vers la porte d'entrée de ces réseaux-là ou de ces filières-là, pour ensuite trouver avec les acteurs, les enseignants APA, les infirmiers coordinateurs, enfin tous les gens qui ont dans leur mission d'orienter les gens,
des solutions qui plaisent aussi aux gens, parce que c'est pas juste faire une pratique sportive, c'est aussi partir de l'envie de la personne qui sollicite cette pratique-là. Voilà, donc on voit que l'ensemble de ces résultats de la recherche amène à des questions qui sont celles de la médecine, qui se basent sur ces évidences-là et de plus en plus. On voit par cette dernière question que c'est aussi probablement un des rôles à venir sur ces résultats, une fois qu'ils sont fondés, que statistiquement, que ce soit dans les données sociologiques ou dans les données plus de recherche plus appliquées encore dans les domaines mécaniques, techniques, tels qu'Arnaud les a présentés, que l'on peut avoir peut-être des politiques fondées sur les preuves. C'est en tout cas un des espoirs qu'on peut avoir d'une déclinaison générale dans laquelle on puisse avoir des applications. On en a vu une quantité maintenant. On voit qu'on a encore un chemin immense à parcourir dans ce domaine-là. Et c'est vers celui-là que j'espère nous allons pouvoir tendre. Je vais clore cette table ronde.